Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce troisième webinaire qui sera consacré aujourd'hui à la filière solaire photovoltaïque. Donc le troisième webinaire est organisé dans le cadre du programme Les Générateurs en Bretagne. Élie, je te laisse la main du coup pour passer les diapos. Juste pour rappel, donc ce webinaire est enregistré et sera disponible assez rapidement en replay. On vous transmettra également le support. Pour le moment, on a désactivé les webcams et les micros, mais voilà, pour les interventions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions avec le module questions et réponses que vous devez avoir normalement dans la barre d'outils. Et on aura un temps d'échange avec Ellie en fin de webinaire. Euh, En guise d'introduction, ouais, du coup, tu peux passer ça. En guise d'introduction, voilà, donc ce webinaire, c'est le troisième d'un cycle de 5 webinaires qui a lieu là au second semestre. Et donc aujourd'hui, on accueille Elie Ballester de Atlanson qui va venir nous parler de la filière solaire, des enjeux du développement du photovoltaïque, pardon, en région Bretagne et des objectifs, des, des subtilités du développement de la filière et quelques idées reçues sur le développement du photovoltaïque. Pour commencer, je vais faire un rapide rappel sur le réseau des générateurs. Je te laisse avancer, Elie. Donc les générateurs, c'est un programme national qui a été lancé par l'ADEME en 2022, euh, qui a pour objectif d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités en matière d'éolien et de photovoltaïque, toute gamme de puissances confondues, de permettre l'émergence de projets en phase avec les ambitions locales, avec les exercices de planification comme les plans climat, la planification énergétique. Donc voilà, avoir vraiment un conseil sur comment ces projets peuvent prendre place sur le territoire. De créer une dynamique partenariale à l'échelle de la Bretagne et de capitaliser et faire vivre un réseau au niveau national qui est animé par Espul et Amorce. Et donc en Bretagne, opérationnellement, on a 8 structures partenaires qui se sont réunies pour répondre à ce défi des générateurs. Si tu peux passer, avec donc l'ADEME et la région en partenaires financiers principaux. Brezalec pour la coordination et l'animation, donc que je représente. Le conseil et l'animation locale qui est mené par les membres du pôle énergie Braise, donc les SDE et Brest Métropole, et des partenaires associés thématiques, avec donc Atlanson qui aura aujourd'hui la parole, France Renouvelable euh, qui a animé avec moi le dernier webinaire sur la filière éolienne, et Taranis, donc le réseau des énergies citoyennes en Bretagne, qui aura aussi un temps plutôt en 2024 pour parler des projets citoyens. Donc voilà pour les rappels. La cartographie des contacts générateurs sur la Bretagne. On a une brochure là qui est maintenant finalisée et qu'on pourra aussi diffuser, qui reprend les principes du programme, les contacts et toutes les infos à savoir pour prendre contact avec les conseillers et conseillères du réseau. Je crois que j'en ai fini. Je te laisse la parole, Élie, pour te présenter et pour nous parler de la filière solaire photovoltaïque. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Alors, bienvenue à ce webinaire d'introduction sur la filière photovoltaïque. On n'aura pas le temps de tout creuser, mais en tout cas, voilà, si vous n'y connaissez encore pas grand-chose et que vous êtes néophyte, ça vous permettra de commencer à vous familiariser avec le solaire. Et n'hésitez pas à poser des questions, ou Julien ou moi-même, on pourra y répondre.
Hem, alors, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Elie Ballester, délégué général d'Atlanson. Atlanson, qui on est? Qu'est-ce que l'on fait? En fait, tout simplement, on est le réseau des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest, donc en Bretagne, Pays de la Loire. Et en solaire, on s'occupe à la fois du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. Donc association régionale, birégionale financée par les régions, par le FEDER, l'Union européenne en Bretagne, par l'ADEME et par nos membres. Et notre objectif ou notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner le développement de la filière, de développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique de chacune des régions au service de tous les acteurs, donc les territoires, les particuliers, les entreprises, les acteurs économiques, pour renforcer la filière et vraiment à la fois promouvoir l'énergie solaire, accompagner le développement des savoir-faire, des compétences, être centre de ressources régionales et anticiper et développer les nouvelles approches, les nouvelles technologies, nouveaux cadres réglementaires pour accompagner le développement de ces énergies, donc des énergies solaires du Grand Ouest. Brièvement, pour que vous ayez aussi un petit peu une idée de qui on est, ce qu'on fait, heu, on n'est pas qu'un syndicat pro, on est, un réseau d'acteurs publics-privés. Donc aujourd'hui, globalement, hein, sur les 2 régions, c'est, majoritairement des entreprises qui représentent tous les acteurs de la filière, donc des bureaux d'études, des développeurs, des installateurs, des cabinets d'avocats, des banques, des financeurs et cetera, donc vraiment toute la chaîne de valeur, mais également des collectivités, donc pouvoirs publics, des centres de formation, des partenaires syndicats ou associations, Bresalec est adhérente aussi, également des donneurs d'ordre, que ce soit bailleurs sociaux, promoteurs et cetera. Donc un peu plus de 230 acteurs. Aujourd'hui, on est un peu plus qu'à 227. Donc structure tout implantée en local, participant au développement, local de l'énergie solaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Hem, alors, lorsque l'on parle énergie et lorsque l'on parle du solaire, il y a vraiment une convergence ou en tout cas un constat qui est global. Alors en France, partagé par différents scénarios qui ont pu être établis à la fois par l'ADEME, donc les différents scénarios de transition de l'ADEME, les études RTE et Négawatt. En fait, quel que soit le scénario et quels que soient aussi les différents, scénarios, j'ai pris par exemple les scénarios de RTE, il va falloir massifier le solaire et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Heu, Y compris dans le scénario où il y aurait moins de solaire, donc qui est le scénario où on développerait en France que 70 gigawatts de production, un peu plus de 10 du mix de production nationale, il faudrait qu'on soit en capacité de faire x7 d'ici 2050 et dans, entre guillemets, «le meilleur des cas», le scénario où on aurait plus de solaire, il faut multiplier le parc par 22. C'est assez considérable et c'est pour ça que on parle aujourd'hui vraiment de massification et c'est pas qu'une question nationale ou européenne. Hem, je vous ai mis une publication qui est intéressante, qui date d'octobre 2023, donc fait par des chercheurs dans Nature Communications, où on voit, en tout cas, le changement qu'il y a ou qui est en cours et qui va avoir lieu dans les prochaines décennies à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en 2020, on a un peu plus de 60 de l'électricité qui est produite par des énergies fossiles et les différents développements de la filière, le coût de l'énergie solaire et cetera, font que dans les dernières études, donc qui datent d'octobre 2023, en fait, le solaire serait, a priori, l'énergie majoritaire pour la production d'électricité dans le monde. Et en partir de 2050, on commence à passer le cap et le solaire sous toutes ses formes produirait 56 de nos besoins énergétiques, en électricité à l'échelle mondiale. Donc c'est considérable et ça montre aussi ce besoin et ce changement de paradigme et cette massification en cours de l'énergie solaire. On a parlé France, monde. En Bretagne également, c'est le cas. Je vous avais un graphique qui reprend les objectifs assez ambitieux et qui ont été fixés en 2019 dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires portés par la région et l'État. Donc ce sont les objectifs des acteurs régionaux, État-région. Voilà, il y a un objectif qui a été fixé. Si on suit la tendance de la dernière décennie d'installation en Bretagne, donc c'est la courbe un peu plus en bleu-vert, on serait loin d'atteindre l'objectif. Hem, Cet objectif donc du SRADET qui serait d'ici 2050 d'avoir un peu plus de 4 380 gigawatts en production.
Si on prend le rythme des dernières années, parce que je pense que vous avez commencé à le voir aussi, cela on entend beaucoup plus parler. Depuis 1, 2, 3 ans, le rythme s'accélère, y compris en Bretagne. Heu, certes, c'est très intéressant et on est déjà été en capacité de faire, 2 fois plus que ce qu'on faisait auparavant. Mais même en suivant ce rythme-là, on n'atteint toujours pas l'objectif. Il faudrait encore mettre les bouchées doubles, ou en tout cas faire fois 2, fois 4 de ce que l'on fait annuellement actuellement et tenir ce rythme jusqu'en 2050, ce qui est loin d'être négligeable. Ces objectifs, ils se déclinent d'une autre manière. Alors effectivement, ce sont les objectifs qui ont été, décidés par la région et l'État. Donc pour l'instant, ils peuvent être revus à la hausse, à la baisse, hein, c'est en fonction des décisions nationales ou régionales. Mais en tout cas, en 2019, dans le SRADET, c'est l'objectif qui a été fixé, d'atteindre en production et pas en puissance 3 150 gigawattheures d'ici 2040. Donc soit 11 du mix électrique, breton. Vous voyez effectivement là, ce ne serait pas l'énergie majoritaire en Bretagne, mais cela dit, il faudrait quand même qu'on massifie et qu'on fasse en moyenne du x6 par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Cet objectif, juste pour information, se décline en 85 en toiture, surface artificialisée et 15 au sol. Ça peut paraître beaucoup, mais juste garder en tête si on tr en tout cas, si on réfléchit à l'équivalence de superficie que ça représenterait, c'est 3 150 gigawattheures de photovoltaïque à atteindre d'ici 2040 en Bretagne. Globalement, en superficie, c'est un peu plus de 2 200 terrains de foot. Aujourd'hui, en Bretagne, on a beaucoup plus de 2 200 terrains de foot. On est un peu plus de mémoire à 2006, 2008. Finalement, aujourd'hui, ça pose de problème à personne. Toutes les communes, tous les EPCI ont des terrains de foot, de rugby. Et on voit qu'effectivement, cette surface qu'on a déjà, en tout cas, mis à l'usage du sport, ce serait juste cette surface qu'on aurait besoin pour l'énergie solaire. Donc, c'est pas forcément si considérable que cela. On va aussi un peu de relativiser cet aspect de massification. Si on massifie et du coup, on arrive un peu à l'échelle d'une commune, alors c'est des infographies et des chiffres que l'on a fait. Effectivement, il faut faire attention à cette répartition-là, mais si chacun prend sa part, quelle que soit la superficie de la commune, de la population, finalement, le nombre de projets n'est pas si important à mener à l'échelle de chaque commune. Pour chaque commune, on pourrait avoir 2,70 MWh de production. En superficie, c'est un peu moins de 15 000 m². Et si chaque commune fait cet effort-là, on atteindrait les objectifs bretons. Si on décline globalement pour vous donner un peu une idée en fonction de la superficie et du type de bâtiment, finalement, les objectifs sont entre guillemets, hein, évidemment, encore assez faciles à atteindre. Prends une mairie, une école, un gymnase, un équipement public, une piscine par exemple, on a 1 ou 2 parkings, quelques maisons, un supermarché, et cetera. Voilà, toutes ces surfaces, on peut aisément les trouver à l'échelle de chaque commune. C'est pas forcément si compliqué à mon sens à atteindre. Non, évidemment, ce sont des calculs théoriques et vous pouvez, entre guillemets, vous amuser si vous voulez transposer ces objectifs par rapport à l'EPCI, tout simplement de prendre ces objectifs à la commune et de les multiplier pour voir globalement, la place en tout cas les objectifs à atteindre au niveau de l'EPCI, à une répartition équitable, en tout cas, répartis de la même manière partout en Bretagne. Ces objectifs, vous les trouverez, dans la feuille de route régionale qui est portée par l'État et la région, qui reprend, ces objectifs et des actions opérationnelles à décliner pour atteindre, d'ici 2040 et 2050 les objectifs fixés par l'État et la région. Je vous invite, si vous n'avez pas encore, eu l'occasion de consulter le document, de voir les différentes actions qui sont détaillées et dont le programme générateur en fait partie. Une fois les objectifs, précisés, je voulais rapidement vous parler de la filière photovoltaïque, en tout cas en Bretagne. Heu, j'ai pas plus d'infos à vous donner pour l'instant parce qu'on est en train de terminer une étude du diagnostic filière, qui est d'ailleurs une des actions de la feuille de route, hein, et Allbraze. On est quasiment en train de la terminer. Pas mal d'entre vous, en tout cas les entreprises, ont été interrogées. Ce qui leur ressort, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une filière assez forte, assez implantée localement, plus sur la partie aval, donc c'est-à-dire les développements, les études, l'ingénierie, l'installation et l'exploitation de maintenance, qui se fait sur toute la durée de vie de l'installation, même si on a quelques centres, on va dire, industriels et plutôt la partie amont et fabrication. Voilà. L'idée, c'est d'en ressortir de cette étude quelques pistes d'action pour la région et l'État, pour accompagner le développement économique de la filière en Bretagne.
Lorsque l'on parle de la filière, il y a également l'aspect économique qui est important. Alors, je vais, essayer au plus simple et au plus rapide de vous décrire ce schéma-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, depuis 10, 15, 20 ans, même plus que ça en France et en Europe de manière générale, on a eu de manière constante sur les ENR et en particulier sur le solaire, une forte tendance à la baisse du coût de production. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs externes, donc vous pouvez voir ici en rouge. Donc effectivement, les technologies s'améliorent, le coût de l'installation diminue. Typiquement sur une centrale photovoltaïque, en 10 ans, le coût était divisé par 10. Il a été divisé par 100 en 20 ans. On voit vraiment que ça devient vraiment très intéressant économiquement. Hem, c'est notamment amené par des réglementations, des taxes ou un peu des obligations qui permettent aussi de porter et d'inciter au développement de cette filière-là. En parallèle, on a tendance à avoir un prix d'électricité qui augmente. Jusqu'en 2022, on était à ce qu'on appelle, entre guillemets, «une parité réseau». C'est-à-dire que, globalement, le coût de production des énergies, des ENR et donc du photovoltaïque était équivalent au prix de l'électricité. Voilà, il y avait un certain équilibre qui se passe, qui se faisait. Alors, depuis 1 an, 2, 3 ans, en fait, parce que ce n'est pas que la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix de l'électricité, hein, c'est vraiment une lame de fond qui était déjà en cours. Heu, le prix de l'électricité augmente, notamment sur le marché de gros. Tarif résidentiel, pas encore parce que le tarif, et le bouclier tarifaire a été mis en place. Mais aujourd'hui, on voit que le prix de l'électricité «classique» entre guillemets ou marché national, marché européen, devient même moins intéressant qu'un prix de vente des énergies en local, donc ce qui est plutôt la courbe en jaune. C'est-à-dire que, premier constat, aujourd'hui, avec le solaire, tout le monde peut vendre de l'énergie solaire à son voisin. C'est compétitif, c'est intéressant et tout en se faisant une marge parce que ça reste supérieur au coût de production et de fait, les différentes règles, mécanismes d'État et de réglementation mis en place, notamment par les pouvoirs publics, pour garantir une certaine, rentabilité et garantir le développement des énergies, c'est plutôt une garantie, c'est un prix de vente minimal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de penser économiquement, le solaire à une échelle locale, créer des boucles locales de partage, d'énergie et de partage de la valeur. Et autre point important, penser production et consommation locale de l'énergie, dont le photovoltaïque, mais des ENR de manière générale. Ça va vous permettre aussi, à votre échelle, collectivité, bâtiment, en tout cas de votre organisation, de vous désensibiliser, donc d'être plus résilient et de moins dépendre de facteurs exogènes, qui peuvent faire fluctuer le prix de l'électricité. Typiquement, par exemple, la guerre en Ukraine. Alors le photovoltaïque, il y a plusieurs usages. L'objectif n'est pas de rentrer dans le détail de chacun, mais c'est important de l'avoir en tête. Il y a, tout ce qui est lié au bâtiment, donc en toiture ou en BIPV, c'est-à-dire c'est du photovoltaïque intégré au bâti. Ici un exemple, qui est une autre technologie en plus qui est du photovoltaïque organique. Heu, il y a des ombrières sur des sites artificialisés, des parkings, ça peut être aussi également sur des canaux, sur des cimetières et cetera et il y a plein d'autres cas d'usage, au sol, que ce soit sur des friches, des centrales au sol entre guillemets «classiques», des trackers, de l'agrivoltaïsme, du photovoltaïque flottant et c'est vraiment un secteur qui se développe de plus en plus, de manière générale, donc tous les usages et je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune. Aujourd'hui, on met pas du photovoltaïque sur un bâtiment, par exemple, qu'en toiture, on peut le mettre en façade, on peut le mettre en casquette, en carport et cetera. Il y a vraiment plein d'usages et plein de possibilités différentes, ce qui est aussi, ce qui explique aussi son développement. C'est-à-dire qu'on peut trouver un cas d'usage à son bâtiment, en tout cas à sa situation. Lorsque l'on parle de mécanismes de soutien, en tout cas de tarifs d'achat, je voulais expliquer brièvement cette partie-là. Évidemment, l'objectif, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Alors, je vois une question sur les routes. Effectivement, il y a c'est possible aussi. C'est possible. Il y a quelques technologies qui ont été développées, je commence à répondre à la question à l'époque, notamment via Colas et Bouygues. Ça a pas forcément, pour des raisons économiques et éventuellement d'entretien, donné suite, mais en tout cas, il y a des développements et c'est aussi des choses qui sont possibles. Après, rien n'empêche de penser, voie de chemin de fer, route, piste cyclable avec un concept d'ombrière, finalement. Que ce soit pas la route qui produise de l'énergie, mais que ce soit en protection dessus. Est-ce que je pense avoir répondu à la question?
Alors, mécanismes de soutien, c'est important de les avoir en tête. L'État en France et dans d'autres pays européens a accompagné le développement de la filière. Le principe, il était très simple, c'est-à-dire que l'État vous garantissait pour une durée déterminée dans le temps et fixe, donc sur du long terme, 20 ans, pour permettre aussi la rentabilité d'une installation, de vous acheter ou de vous acheter une partie ou toute la production d'électricité. Ce tarif, il est garanti et il dépend de plusieurs facteurs sur le photovoltaïque. Un, la superficie ou en tout cas la puissance de l'installation et le mode d'injection. C'est-à-dire que soit qu'on vend 100 de sa production, soit qu'on fait de l'autoconsommation ou l'injection de surplus. Ces tarifs étaient supérieurs au prix du marché, mais aujourd'hui, il devient encore plus intéressant de créer et de mettre en place des boucles locales. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a des guides, il y a des fiches qui existent, qui expliquent notamment pour ce qu'on appelle le tarif d'achat ou guichet ouvert d'IS 21. Il s'applique uniquement au photovoltaïque en toiture, en ombrière. Il y a des projets de tarifs d'achat pour des centrales au sol qui sont en cours et qui devraient sortir d'ici le début de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un type de mécanisme. Le deuxième, qui est plutôt guichet fermé, c'est le concept d'appel d'offres. Pour l'instant, soit pour des très gros projets en toiture, soit pour des centrales solaires au sol. Le principe, il est globalement le même, hein. On a un projet, on candidate avec un prix d'électricité, on est retenu ou non. Et si on est retenu, on peut lancer le projet et on a la garantie que l'État va pouvoir acheter, en tout cas compenser, enfin en tout cas garantir une certaine rentabilité de l'installation. Je le dis de manière très simple pour pas trop rentrer dans les détails pour éviter que vous ayez euh, des éléments qui pourraient vous porter à confusion. On pourra, si vous le souhaitez, rentrer un peu plus dans le détail de chaque modèle, y compris sur l'aspect gros projet, en tout cas centrale solaire au sol. Effectivement, les mécanismes sont un petit peu plus compliqués que cela. Mais effectivement, en tout cas, voilà, retenez en fonction de l'usage, il y a deux grands types de soutien de l'État, soit guichet ouvert, tarif d'achat, soit appel d'offres. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il existe d'autres modèles. Il y a des contrats de vente de gré à gré, de contrats privés, d'échange d'énergie, l'autoconsommation collective qui peut être compatible également avec ces tarifs d'achat qui existent. Et on a aujourd'hui une plus grande diversité des modèles d'affaires, en tout cas liés au photovoltaïque. Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez vous dire, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Comment j'applique et comment je fais en sorte de mener à bien un projet? Il n'y a pas forcément de réponse parce que c'est vraiment à voir au cas par cas. En tout cas, je peux vous recommander au moins, vous poser ces 2 questions en amont d'un projet, qui peuvent être assez simples, mais c'est toujours intéressant de les avoir en tête. C'est un, qu'est-ce que vous allez faire de l'énergie que vous allez produire? Est-ce que vous souhaitez vendre? Est-ce que c'est l'investissement que vous souhaitez faire? Est-ce que vous consommez? Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous souhaitez faire un peu des 2 parce que forcément vous n'allez pas peut-être pouvoir autoconsommer 100 de votre production? Voilà, c'est vraiment une première question à se poser, qu'est-ce que l'on va faire de l'énergie? Est-ce que je la partage à mon voisin et cetera? Qu'est-ce que j'en fais? Et la deuxième question, c'est comment vous allez porter l'investissement? Comment financer le projet? Question assez simple, mais est-ce que vous souhaitez l'investir en propre? Est-ce que vous pouvez le déléguer? Est-ce que vous souhaitez partager l'investissement, avec un acteur privé, un autre acteur public, un collectif citoyen? En fait, tous les modèles d'affaires existent entre guillemets et doivent être, il faut pouvoir, en tout cas, échanger, se faire accompagner en amont pour identifier ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez faire. Ça, c'est important. Ce que vous pouvez faire en termes de valorisation d'énergie et d'investissement pour voir, en fait, entre guillemets, à chaque projet ou à chaque cas, son modèle d'affaires. Et le réseau des générateurs et les conseillers que vous avez à l'échelle de chaque département ou à ODE pour Brest Métropole sont là, effectivement, pour vous accompagner en phase émergence et répondre à vos différentes interrogations et s'appuyer sur les réseaux et les échanges, en tout cas en région, l'expertise que l'on a pour, justement essayer d'identifier avec vous le ou les solutions les plus, voilà, les plus envisageables ou qui seraient les plus adaptées à vos besoins et à ce que vous souhaitez faire. Juste, merci Elie pour ces premiers Ouais, éléments. Il y a quelques questions. ouais, je vois pas toutes les questions effectivement. Je vais Donc dans la conversation, là, il y avait juste une question sur les fiches. Oui, Est-ce qu'elles sont disponibles sur Atlancel? tout à fait. Ok, Je vous ai mis sur les diapos qui vont suivre, en plus, il y aura le lien vers la notion de ressources, donc effectivement, et je pense que même sur le PowerPoint, lorsque vous l'aurez, quand vous cliquez sur le document, ça vous mettra la fiche directement. Donc tout est en libre accès, disponible gratuitement. ok.
Et il y a deux autres questions donc, dans l'onglet questions-réponses. La première sur le coût de production. Est-ce que la tendance est amenée à se poursuivre à la baisse ou est-ce qu'on a atteint une maturité pour le photovoltaïque? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, j'ai quelques slides après pour aborder une partie enfin, pour aborder une partie de cette question. C'est pas forcément une réponse aisée ou facile à répondre parce que tout va dépendre aussi, est-ce qu'on prend en compte le marché français, le marché européen ou le marché mondial? Hem, Si vous vous souvenez, une des premières slides que j'avais mis, on montrait que selon des études scientifiques, l'énergie solaire photovoltaïque, en tout cas en production d'électricité, elle est majoritaire à l'échelle mondiale et on allait atteindre ce changement de cap à l'échelle 2050. Ça prenait en compte encore des évolutions à venir sur une baisse des coûts de production et une meilleure rentabilité des installations. Donc, heu, je ne pense pas qu'on ait pour l'instant atteint une certaine maturité pour le photovoltaïque. On voit que, alors, pour diverses raisons et notamment des raisons un peu de guerre économique, le prix des modules a encore diminué, cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'on a atteint un pic? Est-ce que ça pourra remonter? En tout cas, ça, je dis pas le contraire, mais en tout cas, on est encore dans une dynamique «d'amélioration» entre guillemets, donc de baisse des coûts, éventuellement qualification, baisse de la main-d'œuvre et cetera. Donc sur l'année 2022-2023, oui. Voilà, tout dépendra en fait du type d'installation d'usage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on a des différences de coûts en fonction du type d'installation que l'on fait. Forcément, un ombrière, ça coûte plus cher. Je vais prendre cet exemple-là parce qu'on paye la structure aussi, on paye de l'acier ou en tout cas la structure qui va te permettre de supporter le photovoltaïque. Mais on observe encore aujourd'hui une diminution globale du coup et le coût de production du photovoltaïque est encore en train de diminuer. Jusqu'à quand? J'en sais rien, mais c'est encore en cours. Il y avait une question avant celle-là j'ai- qui est passée à la trappe, je suis désolé, sur comment anticipez-vous la mise en place sur le terrain des nouvelles exigences de la loi AGEC concernant l'obligation de solaire PV ou végétalisation sur les toitures existantes de plus de 500 mètres carrés? Autre commentaire sur le sujet. Alors, ce sont certes des obligations, mais à partir du moment où l'État vous oblige à faire quelque chose sur vos nouveaux bâtiments ou parkings qui, où c'est rentable et vous allez gagner de l'argent, finalement, il y a peut-être pas trop de questions à se poser. En gros, il faut y aller. On a un guide là-dessus, on est en train de le mettre à jour, qui explique les obligations et qui montre aussi les différents modèles possibles, que ce soit en tiers investissement avec des développeurs privés et ou publics ou des SEM, heu, que ce soit un investissement propre et cetera et cetera. Ça va pas forcément être simple à mettre en place et on sent qu'il y a beaucoup de réticences, notamment de la part de certains porteurs de projets. Mais une fois qu'on commence à comprendre un peu, bah, les mécanismes de soutien, les modèles d'affaires et ce que ça peut apporter aussi, finalement, on, se pose pas trop de questions et on va vers du photovoltaïque ou du thermique d'ailleurs. Mais, après l'enjeu va être, je pense, à l'échelle des porteurs de projets, notamment collectivités, de rendre les différentes, obligations compatibles. Je pense notamment au parking et notamment aussi au bâtiment où on doit à la fois gérer, bah, les eaux pluviales, les infiltrations des eaux à la parcelle, la végétalisation et ou éventuellement la production de nerfs, la désartificialisation et cetera. C'est pas simple, je ne dis pas que ça va être facile à faire, mais, en tout cas, il y a de l'ingénierie, il y a des possibilités de combiner et de faire, un peu tout à la fois et il y a pas mal de solutions qui sont en cours de développement à ce sujet. Est-ce que j'ai répondu à 100 à votre question? Regardez là. Les pouces se lèvent, c'est bon. Il y avait une autre question, vous parlez des accompagnements au cas par cas, faites-vous par exemple des études d'opportunité, quelles sont vos tarifications éventuelles? Donc dans le cadre des générateurs, l'accès aux services des conseillers et conseillères est totalement gratuit. L'idée, c'est vraiment d'avoir un premier niveau d'information et Ellie euh, a montré une slide juste avant là, sur les différentes questions à se poser avant d'envisager un projet. Finalement, il y a l'identification du foncier,
Mais il y a un certain nombre de questions à se poser. Le rôle des conseillers générateurs, c'est vraiment d'aller sur ces sujets-là pour essayer de voir quels sont après les bons interlocuteurs à contacter. S'il y a des questions de tiers-financement, enfin, d'autoconsommation collective, il y a beaucoup de choses à voir en amont. Donc après, les études d'opportunité, ça fait pas forcément partie, dans un premier temps, du rôle des générateurs, mais effectivement, on peut déboucher aussi après sur ce genre de prestations en fonction de l'ingénierie qui est présente sur le territoire. En tout cas, sur le premier niveau d'information, il n'y a pas de... Le conseil est gratuit. Et côté Atlanson, sur les notes d'opportunité en photovoltaïque, on n'en fait plus. À mon sens, il n'y a plus besoin. Dans le sens où aujourd'hui, le marché est mature et tout ce qu'on fait aussi est gratuit, donc on ne fait pas le travail à la place de nos adhérents et c'est normal. Il y a des bureaux d'études, il y a plein d'acteurs privés et ou publics aussi, hein, qui sont compétents et qui peuvent accompagner dans ce sens. N'empêche pas qu'on puisse échanger sur un projet, notamment un bâtiment, et essayer de voir si ça peut valoir le coup aussi dans une stratégie de solarisation de son patrimoine, de pré-identifier quelques bâtiments. Après, en ayant quelques éléments clés en tête, on peut savoir si ça peut valoir le coup assez vite et de faire tout de suite une étude de faisabilité. Et de voir avec des devis, de lancer des études. Finalement, sur beaucoup d'autres marchés, on ne demande pas à avoir des études gratuites et mises à disposition. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est fait partie, c'est un secteur d'activité comme un autre. Il y a des bureaux d'études et de l'ingénierie qui existent, qui a un coût, pas forcément très élevé, et on peut assez aisément aller tout de suite vers l'étude de faisabilité. En tout cas, c'est ma position, mon point de vue. Pas forcément besoin d'avoir des notes d'opportunité très détaillées. En photovoltaïque, je précise, pas forcément en solaire thermique, c'est une autre chose. Ok, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais prendre en 10-15 Il minutes, on aura encore un temps d'échange sur quelques idées reçues sur le photovoltaïque. Je ne Mm. vais pas tout traiter, c'est pas l'objectif, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes ou en tout cas d'anticiper les questions que vous pouvez avoir, que si vous n'êtes pas élu, que vos élus peuvent avoir et que en fait, tout un chacun a généralement, qui n'est pas encore spécialiste du photovoltaïque. Il y a juste une dernière question Ah, là, avant de vas-y. passer sur les idées reçues, sur comment sera prise en compte l'intermittence quand on sera arrivé à plus de 50% de photovoltaïque en France. Est-ce que Alors, tu as une réponse dans ton chapeau? je ne dis pas qu'on sera à plus de 50% de photovoltaïque en France. Cette étude, c'est où on voit qu'on passe le momentum du solaire, c'est à l'échelle mondiale. Je prends le scénario de RTE en France, en tout cas. Dans le scénario où il y a le plus de solaire, on n'est qu'à 36% du mix. Donc on n'est pas du tout à 50%. Cela dit, il y a d'autres ENR qui sont dites intermittentes. Euh, Il y a pas mal de développements en cours, mais il y a aussi des choses qu'on sait déjà faire aujourd'hui. Par exemple, même avec des ENR, RTE, c'est bien mieux piloté via le réseau, qui sert par exemple déjà pour premier exemple pour répondre à cette intermittence. Le réseau, c'est la première batterie de stockage et la première manière de gérer cette intermittence. Aujourd'hui, RTE, c'est plus facilement piloter et piloter vraiment les ENR en France, que ce soit éolien ou photovoltaïque, que d'anticiper par exemple que euh, la France va être en finale de Coupe du Monde et que le dimanche soir va avoir un pic de consommation qui n'était pas forcément anticipé dans la semaine, alors que les conditions météo, on peut les connaître. Ah, c'est juste pour aussi relativiser cette question d'intermittence et de pilotabilité des ENR qui sont pilotables. En plus, le réseau est interconnecté à l'échelle européenne, donc il y a aussi beaucoup d'échanges d'énergie qui se font, en tout cas en Europe, hein, qui se mettent en place, qui se font et qui ont déjà lieu. Euh, Ces éléments-là vont être améliorés et on va être capable de piloter à la fois le réseau et de mettre en place des systèmes de stockage, que ce soit via les aujourd'hui existantes, les STEP, donc c'est en gros des stations de pompage, hein, plutôt dans les montagnes, qui permettent déjà de stocker dans l'eau et de restituer la production, des batteries et d'autres développements en cours, hein, une batterie par exemple aussi avec le développement de l'électromobilité. Donc des systèmes d'utiliser les batteries des véhicules, par exemple, pour alimenter une maison, pour alimenter la nuit, etc. Donc, il y a plein de pistes. Il y aura plein de manières de gérer cette intermittence. Je ne dis pas que ce sera facile, mais à mon sens, c'est pas un problème. Et on saura le faire.
Je te laisse poursuivre sur les idées Ouais, reçues. Et puis, s'il y a d'autres c'est très questions, bien là, parce il que y en a une qui est arrivée sur le stockage. Tu as commencé à y répondre, mais voilà, on pourra reprendre un ouais, temps effectivement. pour les questions après. Pour parler, après, je suis pas forcément grand spécialiste du stockage, mais il y a aussi une question de pilotabilité des réseaux, hein, des smart grids, des réseaux intelligents. C'est bien d'y répondre parce que je ne l'avais pas intégré encore dans les idées reçues. Donc, je ne vais pas tout traiter. On va essayer de traiter les principales. Alors, sur la première partie de l'investissement, la création de valeur, il y a des choses qu'on entend souvent. C'est pas rentable. Donc, je vous ai déjà commencé à vous montrer que c'est pas vrai, que ça coûte cher et en plus, ça n'apporte pas grand-chose et que, comme beaucoup de développement, en tout cas des énergies renouvelables, tout l'argent par ailleurs. C'est pas tout à fait vrai. C'est même pas du tout vrai, en fait. Heu, Voici un premier exemple, en tout cas, que vous pouvez retrouver sur solairpv.fr, qui est une ressource intéressante pour, je vous invite à y aller. C'est un site mis en place et développé par des chercheurs du CNRS, donc neutre, c'est l'objectif, c'est le principal et qui traite beaucoup d'idées reçues, beaucoup de questions économiques, environnementales, sociales et cetera, notamment aussi l'aspect gestion du réseau et stockage et flexibilité. Et il publie, en tout cas, basé sur 2 études, donc une Greenpeace, Institut Rousseau en France et l'autre, au niveau international de l'Agence internationale de l'énergie. On voit aujourd'hui que le photovoltaïque, c'est dans le même coût de production, en tout cas le coût, en euros par kilowattheure que plein d'autres. Heu, Aujourd'hui, le solaire photovoltaïque au sol des grandes installations, c'est même moins cher que les énergies, on va dire, très pilotables et énergies fossiles, que le gaz, que le charbon, dans les mêmes proportions que l'éolien, voire un peu inférieur. Enfin, c'est vraiment à voir au cas par cas et parfois même, inférieur au nucléaire. Voilà. Effectivement, vous voyez, une différence de coût de production, s'il y a des économies qui se mettent en place en fonction du type d'installation. Forcément, au kilowatt-crête, en tout cas à la puissance installée, ça va coûter plus cher pour un particulier, plus petite installation, alors qu'à une plus grande échelle, on va faire des économies, enfin, une plus grande toiture, on va faire des économies d'échelle et au sol, c'est ce qui coûte aussi le moins cher, en tout cas rapporté, heu, au coût de production. Tout simplement parce que, bah, déjà, on a moins de structures à payer, on produit plus, donc effectivement, on va avoir une rentabilité qui va être supérieure et cetera. Donc c'est rentable, mais le modèle d'affaires et la rentabilité et le temps de retour sur investissement, ça va se calculer aussi par rapport au type de pose et à la taille de la centrale en puissance. Et autre approche sur la partie un peu plus création de valeur, alors là, sur le site d'Espul et le Centre de ressources nationales, vous avez plein d'infos. C'est plutôt, en tout cas, on va dire la répartition de valeur que vous avez, y compris à l'échelle mondiale. Comme sur l'éolien, et c'est important de l'avoir en tête, la plus grande partie de la création de valeur va se faire sur la partie exploitation et maintenance d'une centrale. Pourquoi? Parce que c'est sur un temps plus long. Forcément, on est sur des échelles beaucoup plus longues. Aujourd'hui, la richesse, elle se partage entre plusieurs acteurs, hein, que ce soit des fabricants, mais c'est pas à la rigueur la partie principale. Il y a les installateurs, les bureaux d'études, mais également des collectivités qui peuvent en bénéficier de taxes, des producteurs. Les collectivités peuvent être aussi producteurs, donc soit en réduisant une partie de leur facture, soit en ayant des revenus complémentaires et la répartition se fait, plutôt, entre guillemets, «au niveau local» parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas forcément délocalisables, que ce soit, pour l'installation, pour la maintenance, pour les taxes et cetera. Donc partage de la valeur plutôt en phase d'exploitation, plus qu'en investissement et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez à différentes échelles, que ce soit qu'est-ce qui se fait plutôt au niveau mondial et au niveau France ou région. Il y a quand même beaucoup qui se fait au niveau, on va dire national, voire régional. Donc la majorité de la valeur est plutôt partagée à une échelle très locale. Énergie carbone, il y a 2 choses qu'on entend régulièrement. Bah, déjà de un, c'est que c'est un panneau, ça demande, il faut beaucoup d'énergie pour le produire et on n'atteint jamais pendant toute la durée de vie, bah, on compense pas en fait l'énergie qui a été utilisée pour se produire et encore plus en Bretagne, il y a pas beaucoup de soleil, donc ça sert à rien et en plus, en France, ça sert à rien de mettre des énergies renouvelables et décarbonées puisqu'on a déjà un parc qui est fortement décarboné. Alors, sur la partie énergie, plusieurs, acteurs et instituts, notamment le Fraunhofer Institute en Allemagne, c'est pas le seul, calculent ce qu'on appelle le temps de retour énergétique. C'est-à-dire à partir de quel moment l'installation photovoltaïque pour son exploitation a remboursé sa dette, énergétique, donc sur tout son cycle de vie. Donc
fabrication, production, installation en phase chantier et également démantèlement et recyclage. Aujourd'hui, en moyenne, par rapport à aussi une irradiation, parce qu'évidemment, l'irradiation va jouer. Plus on va produire d'énergie, donc plus on va être dans des régions ensoleillées, plus vite on va rembourser notre dette. C'est plutôt logique, mais il faut l'avoir en tête. Mais de manière générale, en Europe, y compris dans les pays scandinaves, on est en moyenne entre 0,8, 1, 1,5, 2 ans maximum si on veut être un peu pessimiste. Et en Bretagne, au taux d'irradiation, on n'a rien à envier en termes de temps de retour énergétique à des pays plus au nord, qui sont pris la Belgique, l'Allemagne, etc., qui, pour le coup, ont beaucoup plus d'installations photovoltaïques que nous en France. Je vais répondre au carbone, mais en tout cas, temps de retour énergétique, ayez en tête qu'on est plutôt sur, allez, en moyenne 0,8, 1, 2 ans au niveau, en moyenne, évidemment. Ça va dépendre aussi de plusieurs critères. Sur le carbone, alors c'est un peu plus complexe à calculer, mais il y a des indicateurs du type temps de retour carbone qui peut notamment prendre en compte les émissions évitées. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes méthodologies, des différents calculs, mais aujourd'hui, en France, on estime un temps de retour carbone. Alors, c'est la même chose, hein, c'est à partir de quel moment le panneau solaire, en tout cas en phase de production, va permettre de décarboner, en tout cas de ne pas consommer ou d'émettre d'émissions carbone, qu'il en faut pour sa fabrication, son démantèlement, etc. Parce que oui, effectivement, il y a une partie très énergivore où il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir des émissions carbone, notamment pour la partie fabrication. En phase d'exploitation, le photovoltaïque émet zéro carbone. Alors, aujourd'hui en France, on est en moyenne autour de 3, 4, 5, on peut peut-être monter à 6 ans. Il y a plein de manières de compter, c'est assez compliqué. Effectivement, le mix électrique, en tout cas le poids carbone du mix électrique va être pris en compte. Forcément, dans un pays plus carboné comme la Pologne, en tout cas que le mix carbone est plus important, bah, on va avoir un temps de retour carbone qui va être plus rapide, forcément, parce qu'on va plus décarboner. Mais même en France, avec du nucléaire, heu, la moyenne du poids carbone, en tout cas du mix électrique, est aux alentours de 58-60 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Le photovoltaïque, évidemment, tout va dépendre aussi du panneau, du module, d'où il est fabriqué, et cetera. Mais en moyenne, selon les chiffres de l'ADEME, on est aux alentours de 30-40 grammes équivalent CO2. Donc déjà, là, on est au niveau même inférieur du poids moyen en France. Et la deuxième chose à l'avantage, je l'ai déjà dit aussi, c'est que le réseau européen est interconnecté. Donc oui, installer du photovoltaïque, y compris en Bretagne, va permettre de manière massive à décarboner globalement le réseau électrique européen. Et notamment, en fait, et je me terminerai là-dessus sur le temps de retour carbone, parce que je sais que c'est des questions qui sont très intéressantes et on pourra rentrer plus dans le détail par la suite. RTE a publié notamment pas mal d'études et notamment une de leurs dernières notes qui prouve que en 2019 et ces dernières années, toute installation de photovoltaïque et d'énergie renouvelable en France ne s'est pas substituée à du nucléaire, mais a plutôt évité d'utiliser des énergies fossiles pour produire l'électricité. Donc oui, on a évité massivement des émissions de gaz à effet de serre. Donc le photovoltaïque participe à décarboner la production électrique. Donc ça, c'est la partie environnement, mais il y a aussi des choses que j'ai commencé à expliquer sur la partie économie. Évidemment, ça va dépendre du modèle d'affaires, du type d'installation, du coût de l'installation, de pas mal de choses, mais globalement, en étant pessimiste et aujourd'hui, on a même des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 10 ans, notamment en autoconsommation. En gros, plus le prix d'électricité va augmenter, bah, plus temps de retour sur investissement, parce qu'on va économiser sur notre facture, va être rapide. En moyenne, allez, pour être un peu pessimiste, je prends entre 10-15 ans, en étant un petit peu pessimiste quand même. Mais ça, ce temps de retour sur investissement, vous voyez qu'il est inférieur à la durée d'un contrat d'achat. Contrat d'achat, en tout cas, garantie, tarif d'achat de l'État. Il peut y avoir effectivement avoir d'autres contrats qui sont sur des durées plus courtes, mais en tout cas, les garanties de l'État, ce qui est plutôt logique, sont faites pour que la durée soit supérieure au temps de retour sur investissement. Et à partir du moment où on atteint, par exemple, au bout de 10 ans, la rentabilité de l'installation, et ben, on a 10 ans, on va encore avoir un prix, un tarif garanti, soit centrale solaire au sol
ou en toiture ou en ombrière et entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Et 20 ans, c'est pas la durée de vie de l'installation. C'est vraiment c'est des normes qui ont été mises en place pour des durées de contrat. Aujourd'hui, un module photovoltaïque peut, alors j'ai pris 30 ans, on pourrait très bien prendre 40 ans finalement, même s'il y a des parties de l'installation qui vont devoir être changées, notamment comme les onduleurs, mais aujourd'hui un module photovoltaïque, peut être utilisé. Alors certes, le rendement va diminuer légèrement dans le temps, mais peut durer 20, 30, 40 ans. Les fabricants, heu, mettent en tout cas des garanties de 20 à 25 ans, voire plus. S'ils le mettent, c'est qu'ils sont quasiment sûrs, voire même plus que sûrs que cette, garantie va être atteinte sur des taux de performance justement qui seront d'actualité au bout de 20-25 ans. Ils s'engagent pas sur rien. Hem, Aujourd'hui, effectivement, le photovoltaïque qui a une durée de vie assez longue, et pas qui peut pas y avoir des problèmes ou quelques changements sur l'installation, mais il faut vraiment le voir comme une durée longue d'investissement. J'ai tendance souvent à comparer le photovoltaïque comme du patrimoine. C'est vraiment du patrimoine, c'est pas qu'un outil de production d'ENR. Faut le voir comme une manière de c'est un peu comme de l'immobilier, finalement, si c'est sur un bâtiment. En tout cas, une manière de valoriser sur le temps long un actif. Donc c'est des durées à avoir en tête, effectivement. Et lorsque, par exemple, un contrat d'achat se termine, par exemple, si on a fait ces choix-là de modèle d'affaires, bah, ça ne veut pas dire qu'il faut remballer l'installation, et cetera. En fait, on peut penser à d'autres manières et on peut déjà anticiper à l'avenir, comment on va valoriser dans 30 ans, en fait, cette production d'électricité. Sur la partie plutôt recyclabilité et matériaux, on entend beaucoup qu'il y a des terres rares, que ça ne se recycle pas. Vous aurez plein d'études en tout cas pour montrer que c'est des idées reçues. Heu, Si je prends le cas d'un module photovoltaïque, en masse, principalement c'est quoi? Bah, c'est du verre pour protéger, c'est l'aluminium, le cadre, majoritairement ça. Alors il y a un petit peu de plastique et cetera et finalement, tout ce qu'on considère comme des terres rares, qui en fait n'en sont pas. Par exemple, le silicium, c'est une ressource qui est très abondante sur Terre, c'est pas du tout une terre rare. Bah, finalement, il y a pas de terre rare dans un module photovoltaïque. Je dis pas qu'on prend l'installation globale entre tes onduleurs, et cetera, il peut pas y en avoir. Ça dépend des onduleurs, encore une fois, même si c'est pas majoritaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, majoritairement, bah, le photovoltaïque, c'est des choses qui se recyclent quand même très bien. Le verre, l'aluminium. On ne sait pas encore trop faire pour les plastiques et pour tout l'encapsulage et la partie un peu plus, qui encapsule en fait les modules. Le silicium, il peut se recycler et après il peut y avoir un petit peu de métaux, d'aluminium, d'argent, c'est des choses qu'on sait faire. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément encore les récupérer sur le module, mais c'est finalement, il reste plus grand chose en fait sur le module en masse. Donc ça se recycle et c'est recyclé en majorité. Aujourd'hui, le taux de valorisation d'un module photovoltaïque est supérieur à 90 voire 94 en France. Si on prend la moyenne de tous les autres composés électroniques, on est à 70. En fait, faut bien garder en tête que le photovoltaïque, ça se recycle et c'est plus recyclable que, votre machine à laver, votre sèche-linge, votre téléphone portable, choses auxquelles on ne fait pas trop attention. Et en France, en matière en tout cas de recyclabilité, il y a un éco-organisme qui existe, qui est mis en place. Les volumes ne sont pas encore atteints parce que, bah, tout ce qu'on a installé, même il y a 20 ans, si vous gardez en tête la durée de vie de l'installation, eh ben, on n'est pas encore à remplacer ces installations. Elles sont encore en fonctionnement. Donc on n'a pas encore des grands volumes de recyclage, mais un éco-organisme, c'est-à-dire que dès que vous allez acheter un module photovoltaïque en France, bah, il va payer une écotaxe qui va permettre de financer cet éco-organisme qui s'appelle Soren. Je vous invite à aller voir, ils ont plein de fiches, notamment sur, des méthodes de traitement, également du réemploi, du réutilisation qui est en train d'émerger et des nouveaux marchés en fait d'utilisation de panneaux de seconde main qui existent, qui sont en train de se développer. Donc encore pas mal de choses à faire en termes effectivement d'économie circulaire, mais il y a rien d'inatteignable ou de complètement, impossible, au contraire. Tant qu'on est Enfin, sur ouais. la partie matériaux, rapidement, est-ce qu'il y a des alertes sur la disponibilité justement des matériaux euh, ou Alors, des prix qui flambent? Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a pu non, voir. il peut y avoir effectivement des prix qui évoluent, ça dépend aussi après des technologies, je ne suis pas rentré dans le détail. Tous les modules ne sont enfin, il y a différentes technologies pour les modules. Éventuellement,
C'est plutôt en ressources critiques à l'avenir, c'est l'argent qui pourrait poser problème, mais ça ne veut pas dire que c'est une ressource si rare que ça. Voilà. Et on a d'autres manières on peut l'argent peut être remplacé. Si je prends le cas du silicium, c'est, je vais caricaturer, hein, je suis pas scientifique, mais globalement, c'est du sable. C'est la ressource avec les granulats la plus abondante après l'eau sur Terre. Il y en a partout, globalement, et c'est pas quelque chose de si rare que ça. Euh, Et les différentes études enfin, de seuil critique des ressources, en tout cas pour les modules photovoltaïques, mais évidemment, il faut prendre tout le système complet, donc le cuivre, etc. Il n'y a rien d'irréalisable ou d'inatteignable parce qu'on manquera de ressources. Finalement, il n'y a pas de terre rare, il n'y a pas de lithium, il n'y a pas des choses qui sont encore plus vraiment rares. Donc, pas trop. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément de risque, mais c'est pas si critique que ça. On devrait être en capacité d'atteindre et de massifier le solaire, y compris jusqu'en 2050. Est-ce que ça répond à la question alors? Alors effectivement, je vois un commentaire sur l'argent, je dis qu'aujourd'hui, c'est pas complètement fait, mais les Sorel, en tout cas les centres de recyclage se posaient la question, les fabricants font des co-conceptions et visent justement à récupérer cet argent le plus possible. Euh, Aujourd'hui, on manque aussi un peu de développement pour récupérer tous les composants parce que finalement, en termes de seuil critique, on n'est pas encore à la masse de recyclage, en tout cas, l'effet de seuil du recyclage des panneaux. Sur Rennes, sur le site, vous pourrez retrouver les tonnages qui ont été déjà recyclés, mais c'est plutôt de la casse ou voilà, quelques produits défectueux. Et on n'en est pas encore au tonnage, en tout cas vitesse de croisière qu'on va atteindre dans les prochaines décennies. C'est aussi ce qui explique pourquoi bon, il y a pas mal de choses qu'on ne recycle pas. Et effectivement, c'est dommage, mais encore une fois, il faut se rappeler que sur la majorité des autres équipements électroniques, on ne les récupère pas non plus. On ne peut pas demander non plus aux ENR et aux photovoltaïques d'être plus verts que verts. D'autant plus qu'on se pose moins de questions sur plein d'autres produits ou équipements qu'on utilise au quotidien. Le risque incendie, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Je ne mets pas de panneau sur mon toit parce que bah, le photovoltaïque va créer de l'incendie. Et puis de toute façon, même si ce n'est pas causé par le photovoltaïque, les pompiers ne vont pas intervenir. Sur le risque incendie, vous trouverez plein d'infos sur le centre de ressources nationales, donc photovoltaïque.info. Je vous ai mis le lien direct vers la partie incendie. On n'a pas les chiffres en France, mais premier constat et premiers éléments, et en fait en France, ça n'a pas été compilé, mais si je prends le cas de l'Allemagne, des Japon et vraiment des sources fiables, vu le nombre d'installations, le photovoltaïque n'est pas la source d'incendie. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir. Mais quand on regarde en 2019 son nombre d'installations photovoltaïques, plus d'un million, on était à 0,006% et je ne me suis pas trompé de décimale après la virgule, de départ de feu causé par le photovoltaïque. C'est quasiment négligeable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, encore une fois. Et en 20 ans, on a vraiment que 120 cas qui ont été causés par le photovoltaïque et finalement très peu qui ont vraiment détruit l'installation et détruit le bâtiment. Au Japon, il y a les mêmes tendances. Ils ont beaucoup plus de photovoltaïque que nous et pareil, très 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 peu de cas d'incidents. Et dans les incidents, il n'y a pas que le risque incendie. Euh, En gros, pour résumer, chez vous, vous avez plus de risques de déclenchement d'un incendie à cause de votre sèche-linge ou de votre VMC mal branché qu'une installation photovoltaïque. Et par ailleurs, le fait aujourd'hui en toiture, si je prends le cas d'un bâtiment, de faire de la surimposition et pas de l'intégrer au bâti, déjà, on évite des risques de problèmes d'étanchéité et de deux, on réduit encore le risque incendie, puisqu'en étant posé sur la toiture, on va permettre de ventiler encore plus, d'éviter en partie les points chauds, etc. Donc ça réduit encore le risque. Ça veut dire qu'il y a 0 risque, mais c'est pas du tout source d'incendie. Très, 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 très peu. Et en plus, les sapeurs-pompiers et les services de secours en France et partout dans le monde, ils sont formés à intervenir. Premièrement, en prévention, vous pourrez aller lire la norme si vous souhaitez, c'est des centaines de pages sur comment on prévient au maximum le risque. Plein de recommandations, les professionnels les connaissent et les appliquent, que ce soit sur des bâtiments ICPE, sur tel ou tel type, sur des ERP, en tout cas des bâtiments recevant du public. Et quand bien même on a mis en place toutes les mesures préventives en amont, qui aurait un incendie, que ce soit causé par le photovoltaïque ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est effectivement, il y a quand même un risque d'intervention. S'il y a un incendie qui se déclare sur un bâtiment ou un endroit où il y a du photovoltaïque, même si l'incendie n'est pas causé par le photovoltaïque, les services de secours ont des doctrines opérationnelles d'intervention
au niveau national décliné, parfois, ça dépend des départements au niveau des SDIS, mais ils savent intervenir. Et c'est vraiment dans leur approche et de toute façon, prévention, intervention, sécurité des biens et des personnes. Certes, on va d'abord privilégier la sécurité des personnes avant les biens, mais les sapeurs-pompiers aujourd'hui savent, je ne vais pas rentrer dans les détails comment ils interviennent, mais ils savent intervenir. Donc dire qu'ils n'interviendraient pas parce qu'on met du photovoltaïque, c'est faux. On pourra encore prendre quelques questions. Voilà, je vous ai mis quelques liens, quelques ressources, il y en a plein d'autres. Le premier lien, je pense qu'il peut être très intéressant, c'est une plateforme mise en place par le CNRS, donc des scientifiques qui répondent à pas mal de questions. Il y a des quiz, vous pouvez tester vos connaissances, je le trouve assez intéressant et bien fait. Également sur le centre de ressources national, allez peut-être d'abord voir les ressources et les outils pédagogiques qui sont mis à disposition, que vous pouvez télécharger voilà, pour un peu vous familiariser avec les modèles d'affaires, avec les infos intox que l'on entend régulièrement. Je vous ai mis le lien direct vers la note RTE qui parle justement du bilan carbone et des émissions évitées grâce au VNR. Également sur notre site ou sur le site de Niger Partagé, voilà, vous avez plein de ressources, en tout cas que ce soit le réseau des générateurs ou d'autres, on est là pour apporter l'information neutre et en tout cas vous accompagner dans le développement de vos projets. Très bien, merci beaucoup, Ellie. On arrive au bout du temps imparti. S'il y a des ultimes questions, on peut quand même les prendre. Euh, et juste, si tu peux passer la diapo pour juste annoncer le Ouais, programme, si jamais il y a des dernières questions en alors, rédaction. Donc pour en savoir un peu plus et vraiment avoir une vision de porteur de projet, notamment sur le photovoltaïque, il y aura un rendez-vous là le jeudi 14 décembre où on parlera d'autoconsommation avec Morbihan Énergie et de développement de plusieurs projets sur des sites dégradés avec Bretison ISDND qui est porté par la SEM Énergive donc en Ille-et-Vilaine. Et le prochain webinaire sera donc sur les projets éoliens, avec notamment le retour d'expérience de l'Enrigan, donc un projet en co-développement, commune, citoyen et, développeurs. Et, euh, et aussi, comment dire, collectivité avec la SEM Énergie. Il y avait une question sur le ouais, stockage ouais, effectivement, sous forme d'eau je viens chaude. de la voir. Ouais. Je vais y répondre. Alors effectivement, en stockage, il y a plusieurs. Alors déjà, l'idéal, pour éviter les pertes, c'est de consommer au plus près à l'instant où on produit. On peut ensuite stocker dans le réseau, en tout cas en injectant, et ensuite avec le pilotage du réseau, on stocke au niveau des steps, etc. Même à l'échelle d'un industriel et ou d'une résidence, en tout cas d'un bâtiment, on peut stocker via de l'eau chaude. Effectivement, c'est mieux que rien. Après, encore une fois, j'ai envie de dire, tout dépend des besoins et des usages que l'on fait. Si on a besoin vraiment d'eau chaude, idéalement, c'est plutôt intéressant de mettre du solaire thermique. Le rendement est supérieur et ça évite d'avoir une transformation où à chaque fois il y a des pertes, mais c'est effectivement possible. Il y a d'autres méthodes aussi de stockage qu'on n'a pas forcément abordées. Il y a les batteries, mais il y a également l'hydrogène. C'est une manière de, effectivement, au moment où on a une surproduction, par exemple, une journée ensoleillée, et ben, on peut produire de l'hydrogène par électrolyse et après utiliser cet hydrogène pour d'autres usages énergétiques. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions, mais en tout cas, pour répondre concrètement à la question, oui, c'est possible. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est toujours assez stigmatisé? Je ne suis pas sûr. Et Et les assurances. il y a Alors, une dernière question sur l'assurance, et puis après, ouais, on terminera là. je ne suis pas rentré dans le détail en tout cas des complexités ou des points d'attention, de vigilance à avoir. On a évoqué les services de sécurité, les pompiers, effectivement, c'en est un. Euh, il y a lorsque l'on mène un projet photovoltaïque, il y a plusieurs points de vigilance à avoir. Alors déjà, par exemple, par exemple, sur un bâtiment, il y a tout l'aspect bâtiment existant, couverture, étanchéité à regarder. Et il y a également la question assurantielle. Pas toujours très simple, mais des solutions existent. En tout cas, je vous recommande d'anticiper le plus en amont possible, euh, notamment sur la partie assurance. Et effectivement, les contrats d'assurance peuvent couvrir ces différents risques. Euh,
mener un projet photovoltaïque, c'est pas compliqué, c'est complexe. Mieux vaut se faire accompagner et anticiper le plus possible, notamment la partie assurantielle en amont. Ce qui est plutôt logique, comme sur tout projet, il faut aller voir les financeurs, son banquier si besoin, son assureur et commencer à anticiper et à échanger sur les projets à mener. Plutôt d'avoir un projet complément déjà abouti et se retrouver bloqué pour des questions de co-assurance. Euh, Très bien, merci beaucoup à tous les participants et participantes. Merci à toi, Ellie, pour ta contribution et ton expertise. On va en rester là. Donc voilà, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt pour les 2 prochains rendez-vous. Si vous êtes inscrits, n'hésitez pas à transmettre aussi les invitations et les liens d'inscription aux personnes qui pourraient être intéressées, aux élus pour avoir euh, dans les 2 prochains rendez-vous la parole aux porteurs de projets et vraiment des retours d'expérience pour illustrer un peu tout ce qu'on a pu dire sur les 3 premiers webinaires. Voilà, merci à tout le Merci, monde merci et à à tous bientôt. en tout cas.